is your faithfulness. Great is your faithfulness. Morning by morning, your mercy I see. All what I needed, thy hand has provided. Great is your faithfulness, Lord, unto me. Ah, j'étais contente. J'ai loué le Seigneur, je dansais, je sautais. Et à la fin de l'église, je vois un groupe de femmes américaines noires qui vient me saluer. Tu es étrangère, tu es étrangère ici. J'ai dit c'est la première fois que je viens louer le Seigneur. Ce n'est que ma voix qu'on entendait là-bas pendant la louange. Oh, ils ont prié le Seigneur et elles sont sorties. Voilà un autre monsieur noir américain qui vient, c'était un haïtien. Il vient, il me dit, maman, en quoi je peux vous aider? J'ai dit, papa, tout ce que Dieu va mettre dans ta tête pour m'aider. Je ne sais pas qui leur a dit que j'avais tout perdu et que j'étais comme ça là. Je n'avais rien. Je lui dis que tout ce que Dieu va te dire, c'est ce que tu vas faire. Il dit, maman, attends-moi ici dans l'église. Je sors, ne rentre pas, attends-moi. J'ai dit, je vais t'attendre, je n'ai rien à faire. La première fois que je mets les pieds dans cette église, et quand il revient, il dit, maman, voilà ce que t'ai gardé, hein, c'est Dieu. 520 $ américains. Je dis, ouais, merci beaucoup mon fils. J'ai un programme, je parlais du programme qui est en train que je suis en train de faire. Il dit, non maman, tu as besoin de médicaments, prends l'argent là, tu achètes. Tu n'as pas d'habits, achète. Puisque j'avais perdu tout ce que j'avais. Il n'y a pas ceci, achète. Ceci, achète. Et, j'ai dit, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il dit que le Seigneur te bénisse. J'ai dit merci. Le programme était quoi? Le programme que tu t'en créais, c'était quel programme? Le programme de traité de la maison de prière. Le programme n'a pas le fond, non? Que? Parle du programme là, tu dois parler. Ah bon, ok. Alors, je lui ai dit que j'avais un programme où j'avais déjà une salle, on allait faire la prière là, on allait travailler, concevoir, rédiger et multiplier les traités d'ordre pour parler de la parole de Dieu et aller distribuer aux gens. C'est ce programme-là. Il m'a dit non, cet argent que Dieu t'a envoyé, c'est pour que tu puisses acheter tes médicaments, c'est la nourriture. Si tu n'as pas d'habits, de chaussures, tout ce que tu as perdu, achète avec cet argent. J'ai dit merci beaucoup. C'est le jour là où je me suis dit que je dois avoir un bon comportement exemplaire parce que Dieu me connaît personnellement. J'ai des problèmes et Dieu envoie son enfant pour s'occuper de moi. Maintenant, je n'aurai pas faim. Je n'aurai pas besoin d'aller demander les habits. J'ai déjà l'argent pour faire tout ça. Là. Et pour aller même au Canada, je vais payer mon transport avec l'argent que le Seigneur m'a envoyé. Les gens me félicitaient. Je me dis, mais je ne connais pas ces gens-là. Je viens pour la toute première fois. Ma façon de louer le Seigneur, les gens disent, ta façon de louer nous a pris, nous a fait ceci. Donc, Dieu ne m'abandonne pas. Hein. Dieu est avec moi. Alors, j'ai dit non. Avec tout ce qui m'est arrivé, Dieu continue, donc Dieu me connaît personnellement. Je ne dois plus faire quelque chose pour attirer l'attention de Dieu sur mon péché. Je dois maintenant me comporter comme un enfant de Dieu. Dieu a ses yeux sur moi. C'est ça qui m'a donné beaucoup d'amour pour la parole de Dieu. Beaucoup d'amour pour mon Dieu. Beaucoup d'amour pour ne même pas avoir peur de quelque chose ou de personne. Car je savais que Dieu me connaissait. Parce qu'il y a une chanson que mes petits-enfants chantaient. He knows my name. Dieu connaît mon nom. Chacun de mes pas, chacun de mes gestes, chacune de mes larmes, il connaît mon nom. Quand les souffrances m'envahissent, je ne vois plus la lumière. Je sais que tout irait bien, car il connaît mon nom. Chacun de mes pas, chacun de mes gestes, chacune de mes larmes. Et une fois j'arrive au Canada, mon gendre est
pasteur pentecôtiste et il est doyen de la faculté. Je pouvais aller prendre les cours bibliques comme je voulais parce qu'on ne pouvait pas me chasser, il payait ma pension. Au moment de rentrer, je suis allée dire au revoir aux gens qui m'ont donné l'argent et ils m'ont bien reçu, ils ont même prié pour moi pour que tout se passe bien et j'ai voyagé. Je suis revenue au Cameroun et tout se passe très bien maintenant. Bonjour à tout le monde et bon début de semaine. Je suis Onana. Je préfère me présenter de cette manière une fois de plus parce que maman Jeannette aimait m'appeler de cette façon-là. Je vais donc vous livrer mon troisième témoignage qui a une connotation particulière parce que il se joint un tout petit peu au témoignage de ma maman Antoinette, qui très bientôt rendra un témoignage à sa grande sœur qui vient de nous quitter et elle a tenu à ce que ce témoignage soit posté dans notre forum intitulé Les bienfaits de maman Jeannette, un forum qui est devenu international et qui regroupe tous les enfants de maman Jeannette répandus à travers le monde, qui continuent de pleurer, mais surtout de célébrer une grande dame. Alors, ce témoignage, vous allez certainement le comprendre dans son contenu, implique donc par conséquence beaucoup ma maman Antoinette, la sœur cadette de notre mère. Alors, nous sommes en 1994 et Bidia Serge Olivier, qu'on appelle couramment fils, le fils unique de maman Jeannette, avait quelques petits soucis dans l'obtention de son baccalauréat D, et avait également eu quelques accrochages, pas trop alarmistes, pas grand chose avec ma maman Antoinette pendant notre séjour à Miniferme, et il avait pourtant besoin de ce baccalauréat malgré tout. Et il se trouve donc une année auparavant, nous sommes en 1993, maman Antoinette, ma maman, est nommée intendante au lycée de Coléton. Et vous savez quel est le rôle de l'intendant. L'intendant dans un lycée a la responsabilité d'assister le proviseur pour ce qui est du fonctionnement financier, certes du lycée, mais davantage, elle a un rôle important dans le processus de recrutement des élèves et donc de leur inscription dans l'établissement. Alors, maman Jeannette, une fois de plus, va jouer un rôle très important dans la réussite de son fils, permettez-moi de répéter, parce que elle va demander à son fils d'aller voir sa tante maman Antoinette pour faire la paix avec cette dernière et lui présenter son besoin, celui d'être recruté au lycée de Coléton pour réessayer l'aventure du baccalauréat cette année-là. Et ce conseil, Dieu merci, sera écouté par fils, qui ira donc vers ma maman pour, un peu comme l'enfant prodige, pour reconnaître qu'un accrochage avec un parent, même à raison, n'a pas lieu d'être, et surtout soumettre sa doléance, celle d'être donc accepté, d'être recruté comme élève au lycée de... Alors, c'est donc comme ça que
fils a obtenu la faveur de maman Antoinette, qui a vu le proviseur du lycée de Polétone à cette époque-là. Il est encore vivant, M. Sobadje Patrice, sénateur en passant, et elle avait vu pour plaider la cause de mon frère-fils auprès du proviseur afin que celui-ci obtienne une place au lycée de Polétone. Et elle nous rappelle toujours, maman nous rappelle toujours la phrase qu'elle avait dite au proviseur M. Sobadje à cette époque-là, en lui disant, parce que tous les quotas qui lui étaient réservés pour cette année-là en termes de recrutement étaient épongés. Donc elle n'avait plus droit à une place. Mais elle a pleuré auprès du proviseur du lycée de Polétone, son chef, pour lui demander d'accepter Lydia Serge Olivier en classe de terminale D au sein de ce lycée. Et elle avait ajouté, c'est la phrase légendaire, que s'il y avait un seul cas, un seul cas que j'avais pour le recrutement dans cet établissement, ce cas, j'allais le soumettre au nom de mon neveu, parce que c'est sa maman qui m'héberge chez elle. Donc, je vous en conjure, monsieur le proviseur, acceptez cet enfant pour qu'il puisse avoir la chance d'obtenir son examen, le baccalauréat D. C'est comme ça donc que le proviseur va accepter de recevoir fils au lycée de Polétone. Et cette année-là, je rappelle que nous sommes en 1994, Lydia Serge Olivier va obtenir son baccalauréat D. Et je suis sûr qu'il, à travers ce baccalauréat, qui est quand même la clé passe-partout de la réussite dans la vie matérielle et dans la vie, bien entendu, d'un individu, fils aura donc ce baccalauréat-là. Je me souviens d'ailleurs qu'il aura à travers ce baccalauréat-là des facilités pour sortir du pays plus tard. Donc, quelle grande leçon je voudrais tirer de ce témoignage qui, une fois de plus, voit en maman Jeannette une maman remarquable, exemplaire, à deux niveaux. Je pourrais ajouter un troisième niveau. Au premier niveau, une maman qui avait le souci de la paix. Parce que par son intervention, elle va non seulement rétablir la paix entre maman Antoinette et son fils, parce que je vous ai dit que les rapports étaient un peu entachés à cette époque-là. Donc, elle va de façon assez remarquable intervenir. Il n'était pas difficile pour elle de voir maman Antoinette pour lui dire inscris mon fils qui est ton fils. Elle pouvait le faire, mais elle a demandé à fils d'aller faire la paix avec sa maman, de saisir l'occasion pour faire la paix avec sa maman et en même temps émettre la doléance de son inscription au lycée de Polétone. Donc c'était une maman éprise de paix. Et même lorsque vous aviez des problèmes avec elle, même lorsqu'il y avait des querelles, elle ne savait pas garder les rancœurs, elle ne savait pas revenir sur des situations passées. Elle savait tourner la page, elle savait revenir vers vous en tant que maman, vous tendre la main et aller de l'avant comme si rien n'était. Deuxième niveau de leçon, deuxième leçon importante à mon humble avis qu'il faut retenir de ce récit, c'est que maman Jeannette a mis son fils face à ses responsabilités. Et je crois que c'était également l'une des choses importantes qu'on peut garder d'elle. Elle savait certes assister, elle savait secourir, elle savait conseiller. En somme, elle vous aidait quand vous aviez un problème. Mais elle ne décidait pas à votre place. Elle ne prenait pas les responsabilités à votre place. Elle vous accompagnait, elle vous tendait la main, elle vous apportait son soutien, son réconfort lorsque c'était un problème ou un deuil.
Elle venait vous orienter comme elle pouvait, vous assister physiquement, financièrement, matériellement, spirituellement, mais seulement elle ne décidait pas pour vous. Dans ce scénario, fils était celui qui détenait la clé de sa réussite. Il fallait qu'il aille voir maman Antoinette et il a obéi aux sages conseils que lui avait donné sa maman. Donc une femme qui laissait chacun décider ce qui était bon pour lui, mais lui donnait tout de même la voie à suivre. Et c'est la même démarche que notre Père, Dieu agit avec nous. Il dit, je place devant toi deux voies, la voie de la vie et la voie de la mort. Choisis, il te donne la réponse favorable, la vie, n'est-ce pas, pour que tu vives, toi et ta progéniture. C'était la même démarche de maman Jeannette. Troisième, enfin, grande leçon de ce récit, c'est l'amour d'une maman, une fois de plus. Maman Jeannette, qui a un amour qu'on ne va plus décrire, avait certainement à cœur de voir son fils obtenir son baccalauréat. Et pour quelqu'un qui était à plusieurs tentatives non réussies, elle voulait lui offrir un cadre certainement idéal pour l'accompagner dans cette réussite-là. Et je dois vous rappeler que le lycée de Coléton, dans les années 90, à Yaoundé, pour ceux qui l'ont connu, était comme une petite université. Parce que c'était déjà un lycée de prestige. La plupart des barons du régime inscrivaient leurs enfants dans ce lycée. Et surtout, lorsque vous aviez le BPC, au CS, je me souviens pour avoir fait le collège, le CS de Boaikele, lorsque vous aviez le BPC, qui est le petit bac, votre rêve c'était d'aller au lycée de Coléton. C'était le lycée de référence, le lycée de l'heure à cette époque-là. Donc, il n'y avait pas meilleur cadre pour une mère qui aime son fils de l'orienter de ce côté-là pour garantir sa réussite. Et aujourd'hui, je vais finir par là, on peut comprendre que Bidja Serge Olivier, fils, et je l'ai rappelé dans mon propos liminaire en l'entame de la création de ce forum, est plus que jamais, comme ce récit, face à ses responsabilités. Il doit certainement comprendre qu'aujourd'hui, plus que jamais, la famille a besoin de lui en tant que fils unique de sa maman qui est couchée pour l'accompagner dans sa dernière demeure, dans la paix, dans l'harmonie et surtout dans la dignité. Et j'ai eu à échanger avec lui au téléphone longuement sur la question et je le lui ai rappelé, autant la famille a besoin de lui, autant il a besoin de la famille pour, comme je l'ai dit, accompagner maman Jeannette dans la paix, dans l'harmonie et dans la dignité. Et je crois que comme il avait écouté le conseil de sa maman dans le récit que je viens de vous conter, il pourrait également écouter le conseil des aînés qui attendent de lui une certaine responsabilité dans ces moments difficiles. Et il faut toujours se dire que lorsqu'il n'y a pas la paix, lorsqu'il n'y a pas l'harmonie, lorsqu'il n'y a pas la volonté de marcher main dans la main dans une famille, nous sommes voués à l'échec. Et parfois nous devenons vulnérables au dévoreur qui est le diable, parce qu'il n'attend que cela. Quand un troupeau est dispersé, chaque brebis devient une proie facile pour le lion, une proie facile à dévorer. Or, lorsque le troupeau est soudé, lorsqu'il est uni, il est difficile, lorsqu'ils cheminent ensemble, il est difficile pour un lion, n'est-ce pas, de venir attaquer ce troupeau-là. C'est pratiquement la même chose avec notre famille aujourd'hui. Nous avons le choix entre continuer à être dispersés, dans le cas d'espèces, enterrer notre maman dans la dispersion, dans la division et dans l'indignité,
ou alors faire le choix, et il est l'un des pions majeurs en tant que locomotive de ce deuil, de rassembler la famille et de saisir cette opportunité. Elle est certes malheureuse, mais elle est unique à mon sens, pour lui, pour se réconcilier avec sa famille, comme il s'est réconcilié avec sa tante maman Antoinette il y a plus de 20 ans aujourd'hui, et cela lui a permis d'obtenir le baccalauréat. Il peut aujourd'hui encore recueillir d'autres succès plus importants en faisant la paix avec les siens. Je vous remercie donc de m'avoir écouté. Je vous reviendrai bientôt pour un autre témoignage au sujet de maman Jeannette. Ce sera alors le 4e témoignage du genre. Je vais terminer en vous précisant que maman Antoinette fera son témoignage. Elle a joué un rôle capital dans le récit que nous venons de mentionner, et elle avait quelques similitudes avec sa sœur aînée. C'était des femmes très très vaillantes. Je me souviens qu'on avait l'habitude de dire qu'elles auraient dû naître hommes, parce qu'elles ont très vite été seules et ont su affronter la vie telle qu'elle s'est présentée, et elle ne leur a pas toujours fait des cadeaux. Donc c'était des femmes, ma maman en tant que sœur cadette a certainement copié cela de maman Jeannette, une femme dévouée, déterminée, engagée, jusqu'au boutiste, et surtout d'un amour incroyable à l'égard des siens, et prête à tout pour ses enfants, pour leurs enfants, puisque maman Antoinette l'a beaucoup copié sur ce plan-là, et je dois dire que c'est des situations qui doivent nous inspirer, nous la jeune génération, et davantage nous aider à aller de l'avant avec beaucoup plus d'assurance. Je vous remercie. Ok, bonjour la famille. Je suis très content de vous saluer ce matin, parce que je constate que notre forum est en train de bouger. Les témoignages à l'endroit de notre mère, maman Jeannette, ne cessent de se faire connaître. Les uns et les autres expriment, et cela se ressent le fond de leur pensée. Je suis content de vous retrouver dans le cadre de mon second témoignage que j'ai voulu vidéo. Vous savez, la forme de communication compte également pendant ces moments difficiles. Il y a l'écrit, qui est une forme de communication qui traduit par des phrases l'état de son cœur, et on a coutume de dire que les écrits restent tandis que les paroles s'envolent. Il y a la communication audio que j'ai eu à faire lors de mon dernier témoignage, mais il y a aussi la communication vidéo qui est également exceptionnelle. Elle est aussi particulière parce que vous avez la possibilité de voir en image votre fils, votre frère, votre ami, votre jeune frère et votre petit-fils même que je suis en image. Cela nous ramène plus dans la réalité que dans la virtualité. Alors, le second témoignage que je veux adresser à maman Jeannette, après le premier qui, vous vous souvenez, était relatif au secours qu'elle nous a apporté après le décès de papa, l'hébergement, l'hospitalité, voilà, qu'elle nous a apporté, que je n'oublierai jamais. Et je dois vous rappeler que si nous oublions ce que nos prédécesseurs, en termes de parents, en termes d'arrière-parents, ont fait, et si nous ne nous rappelons pas de leurs œuvres, que ce soit pendant leur vivant ou alors après leur passage dans ce monde, soyez sûrs que nos successeurs, c'est-à-dire nos fils, nos petits-fils, nos arrière-petits-fils, ne se souviendront non plus de nous.
ils nous oublieront également. Voilà pourquoi l'exercice que nous sommes en train de faire pour maman Jeannette est d'une importance capitale à mon humble avis. Et donc le deuxième témoignage que je vais adresser à la famille en sa mémoire, en la mémoire de maman Jeannette, c'est une présence qu'elle a également eu à manifester qui m'a beaucoup marqué. Le jour où sa sœur cadette, qui est ma mère, maman Antoinette, avait coulé sa dalle au quartier Ekié, Ekounou. Nous sommes en 1996 et elle avait une fois de plus été aux avant-postes. C'était pour elle certainement une fierté, je crois, de voir sa sœur qu'elle avait hébergée pendant près de 9 ans, finalement, trouver une certaine indépendance en construisant elle-même sa maison. Voilà pourquoi elle avait tenu à être présente lors du coulage de cette dalle. Et sa présence était déjà quelque chose de très très important pour ma mère, qui a toujours vu en elle pas simplement une grande sœur, mais aussi une seconde mère. Et surtout ce qui m'avait davantage marqué, nous sommes en 96, je le rappelle en janvier. Elle est non seulement venue à ce rendez-vous important, qui avait mobilisé pas mal de membres de la famille, mais rassurez-vous, après le coulage de la dalle, avec sa grande expérience des chantiers de construction, elle avait proposé à maman de rester veiller pour se rassurer que la dalle allait sécher convenablement et surtout éviter que l'on ne vienne y verser de l'eau savonneuse. Et c'est donc comme ça que nous avions passé la nuit, tonton Alexandre, maman Antoinette, maman Jeannette qui était l'initiatrice de cette démarche et moi-même. Nous avions passé la nuit à la Belle Étoile en train de chanter les merveilles du Seigneur, admirant le travail des techniciens, admirant la dalle sécher progressivement, se rappelant, et je les écoutais attentivement, du bon vieux temps de leur enfance, racontant un peu de tout et de rien, avec beaucoup d'humour. Vous savez, maman Jeannette était très très... l'une des choses qui marquait aussi son existence était son caractère humoriste, très très amusante. Elle savait détendre l'atmosphère, elle savait ragaillardir pendant des moments de cette nature-là. Et je vous assure, on a dormi à la Belle Étoile sans se plaindre de quoi que ce soit, sans se plaindre du froid, sans se plaindre des moustiques, sans redouter la présence d'un reptile, parce qu'à cette époque, le quartier qui était encore une forêt. Et le lendemain, tout était correct, la dalle avait été déjà en position, était en sécurité. Nous avons pu regagner Mini-Ferme sereinement, avec le même engouement, la même joie, le même enthousiasme, étant rassuré et surtout satisfait du travail accompli. Je vous reviendrai très bientôt pour une autre manifestation assez remarquable et assez, j'allais dire, très très importante de maman Jeannette, qui restera gravée certainement dans nos mémoires et dans les mémoires des générations après nous. Merci. Salut à tous, c'est Olivier. Je vais apporter mon témoignage sur notre tante et mère. Je le fais depuis Minnesota, au milieu d'une tornade de neige. Comme vous le voyez un peu, c'est blanc partout ici. Mais je veux seulement dire que notre maman, Sita Jeannette, a été un pilier, une force de la famille. Moi, j'ai grandi comme un enfant
en la regardant comme le chef de la famille, chef opérationnel, autoritatif, qui prenait soin, qui prenait en charge des situations les plus difficiles dans la famille. Je me souviens, quand on entendait qu'il y a des nouvelles ou des soupçons de maladie ou de mort à Bafia comme partout, c'était la première sur le terrain qui prenait charge. Et quand il y avait des gens même qui mouraient, elle la mettait dans la voiture au couvert de la nuit et prenait les situations en charge. Et je me souviens quand on était petit, on était, d'abord on a grandi, passé la première partie de notre enfance était à Bafoussam, mais quand on arrivait à Yaoundé, on la regardait comme vraiment un chef, un leader. On avait un père, puis là, notre mère était là, sa grande sœur et tout. Mais quand il y avait des situations, même dans notre famille, c'est elle qui prenait soin. Au moment où il y avait quelques difficultés, c'est elle qui nous a dit, qui a tout arrangé pour qu'on habite dans sa maison à Essos. Et c'était toujours comme la force de la famille, responsable, qui aimait les bonnes choses. Et je me souviens une fois, j'ai fait un voyage au Cameroun. Dès que je suis sorti de l'avion, toujours dans l'aéroport, immédiatement, j'ai vu Madame Zo. Elle a pris nos bagages, j'étais avec mon frère Eric, et puis elle s'est dirigée directement vers le système sécuritaire et partout pour sortir de l'aéroport. Et on ne savait pas ce qui se passe, mais elle traverse de sécurité sans même demander quelque chose à quelqu'un et tout. Et une fois, une femme, un policier de l'immigration, l'a arrêté. Si madame, mais vous ne passez pas comme ça. Elle s'est tournée vers elle, elle s'est tournée en marchant, elle a dit commissaire Zo. Et elle a continué. Et avec quelques moments, on était dehors. Ça, c'était une vraiment force. Prendre chance, elle nous a mis dans la voiture, elle nous a fait arrêter quelque part, on a eu les soya et tout ça, et elle nous a amenés à la maison. Et je me souviens, quand mon père est mort, on est allé, elle nous a amenés là où il y avait quelqu'un qui a été choisi. C'était un shop, un menuisier qui a été choisi pour faire le cercueil. Et puis, le cercueil était très mal fait au moment où elle est arrivée. Et elle est venue assez fâchée, elle dit, ouais, c'est pas dans ce cercueil qu'on va mettre mon beau-fils, c'est pas ici. Et le monsieur a dit, madame, taisez-vous, et puis laissez-nous travailler. Il dit, non, c'est pas comme ça, il faut arrêter immédiatement. Et puis le monsieur, c'était un jeune garçon qui travaillait là. Il a dit que madame, sortez immédiatement, sortez. Elle a dit, je ne sors pas. Elle n'était pas bien pour les habits de policier, elle n'avait rien sur elle. Le monsieur, il l'a arrêté et l'a poussé. Tu pousses un commissaire de police, ça veut dire que tu risques, je peux dire, poireauder en prison ou bien dans une cellule. Elle a sorti le talkie-walkie de la police. Le monsieur a failli prendre la fille. On a prié, madame, pardon, laisse, ça va, c'est un petit garçon, il a compris et tout ça et tout. Ça a pu être très très difficile pour celui-là. Mais elle était très forte, très très organisationnelle. Quand il y avait le deuil, c'est elle qui dirigeait, qui allait devant toujours. Et c'était vraiment merveilleux. Et je me souviens aussi quand j'ai perdu mon beau-père, c'est elle était à Limbe pour les cérémonies. Tous nos amis, ma belle famille, les gens du côté anglophone se souviennent seulement de sa voix quand elle chantait pendant les cérémonies funéraires. Et quand il y avait la louange, elle avait une voix distinctive et très forte. Et tout le monde s'en souvient. Il m'appelle même de Limbe, de partout, pour dire qu'on n'a pas besoin d'écrire celle-là. C'est celle qui avait cette voix forte et aiguë. Et qui était très ouverte en anglais, qui chantait, qui parlait, qui faisait beaucoup de choses. Qui était très chaude avec toute la famille. Et c'est ce qu'on se souvient. Il faut aussi se souvenir que souvent elle m'appelle un vieux, elle disait qu'elle a un vieux cerveau. Quand elle est venue ici aux États-Unis, elle a complété, elle a fini son cours, son éducation pour être infirmière assistante. Et souvent, elle en est très fière, elle a été très fière là-dessus, après avoir pris une retraite de la police. Après avoir traversé la 70 ans, elle a pu, ou bien presque à cet âge-là, un peu avant, je crois, elle a fait ça et elle a passé quand beaucoup d'autres jeunes personnes avaient échoué. Elle a travaillé pendant quelques moments comme infirmière assistante dans un assisted living, comme on dit ici.
Et je veux aussi dire que c'est pendant tout le moment de la maladie de ma mère, sa sœur, même avant, c'était la plus proche, la seule qui appelait tout le temps. Quand elle était habitée chez Pascaline, elle appelait. Quand elle était au Canada, elle appelait. Partout, elle appelait. Elle suivait très bien. Et c'était peut-être quand sa grande sœur avait des troubles de mémoire, c'était la seule personne souvent qu'elle se souvenait. Elle appelait Marcoro. Tout le temps. Quand elle entend sa voix, elle savait, au moins, que c'était sa sœur. Et elle s'en souvenait. Ça veut dire que pendant les funérailles de sa grande sœur, elle nous a appelés, on a causé très bien, très lucide. Elle a beaucoup soutenu. C'était juste quelques semaines avant sa mort. Et c'était vraiment des moments spéciaux. C'est l'une des personnes qui ont été les plus proches de ma femme et les plus proches même de notre famille anglophone. Et c'est vraiment des moments inédits. Je veux juste dire que nous avons perdu un pilier. Ce sont des gens qui ont bâti, qui ont marqué notre enfance et qui nous ont aidés à être ce qu'on est. Et c'est vraiment une très grosse peine pour la famille. Et je prie seulement que le Seigneur nous soutienne tous, et que nous gardons une mémoire d'une femme grandieuse, aimable, simple, autoritative, forte et pleine de dignité. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à la famille de maman Jeannette. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne vous connais pas, je ne vous connais pratiquement pas. Si ce n'est Tata Solange, la sœur de maman Aimée Sévérine, que j'avais rencontrée une fois quand j'étais venue au Cameroun il y a plusieurs années. Elle m'avait accueilli, j'avais fait un tour chez elle, elle m'avait accueilli chez elle et on avait passé un bon moment ensemble. Alors je suis vraiment tellement contente parce que ce groupe me donne l'occasion, au travers de tout ce que vous avez écrit, de connaître encore davantage maman Jeannette et de connaître sa famille. Et c'est vraiment un privilège pour moi, à l'occasion vraiment de ces témoignages qu'on fait par rapport à elle, vraiment de pouvoir dire, de pouvoir apporter ma toute petite contribution. Parce que maman Jeannette, elle n'était pas seulement chère à vous, elle a été aussi chère à nous qui sommes ici en Allemagne. Je m'appelle Liliane Azé-Bazé, j'habite en Allemagne depuis 20 ans. Je suis mariée, je suis mère de 2 enfants. Et je voulais dire que maman Jeannette a été une maman pour tous ici en Allemagne. Et pour vous dire, quand on a appris que son état se dégradait, et maman Aimée m'avait fait signe de ça, on avait commencé à prier vraiment pour elle ici à l'église. Tous ses enfants ici en Allemagne, même ceux qui ne la connaissaient pas, qui sont venus à l'église après son départ, on a prié pour elle. Et quand maman Aimée m'a dit, la veille de sa mort, maman Aimée m'avait contacté pour me dire que son état s'était encore aggravé. Donc on a consacré ici à l'église, le pasteur a consacré toute la soirée de prière. On a prié pour elle. Et le lendemain, maman Aimée Sévérine m'a dit que maman était partie. Donc, ce n'est pas seulement vous qui avez été touchés, nous aussi, on a été secoués ici, là. Comment est-ce que j'ai connu maman Jeannette? J'ai connu maman Jeannette dans l'église où nous sommes ici en Allemagne. Elle était arrivée dans l'église quelques mois avant moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais étudiante, j'avais eu des problèmes avec les autorités allemandes par rapport à mon cursus universitaire. Donc, il s'est trouvé qu'ils m'ont retiré mon permis de séjour, mon permis de travailler, et parce qu'à cause de cela, ils ont même fait un avis de recherche par la police, et je me suis retrouvée sans appartement, sans rien du tout. Et c'est ainsi que j'ai emménagé avec maman Jeannette dans l'appartement que l'église avait mis à sa disposition. Et j'ai passé avec maman Jeannette un peu plus d'1 an. Ça m'a permis de la connaître. On a vraiment passé beaucoup de temps ensemble. Maman Jeannette m'a beaucoup encouragée dans cette période qui avait l'air avec un avenir très sombre. On a beaucoup prié ensemble. Elle a intercédé à 2 reprises, comme j'étais vraiment fauchée. Elle a intercédé pour moi à 2 reprises auprès du pasteur pour que l'église puisse me soutenir financièrement dans des problèmes urgents et ponctuels qu'il y avait. Mais ce ne sont pas seulement des conseils spirituels que maman Jeannette donnait.
Elle m'a donné des conseils sur la cuisine, sur la vie, sur le mariage, comment s'habiller, comment prendre soin de son corps, comment s'aimer tel que Dieu nous a créés. Elle me parlait beaucoup des erreurs qu'elle avait faites dans sa vie et elle voulait vraiment que je ne répète pas ces erreurs-là, quoi. Elle donnait tellement de conseils. Maman était comme un ordinateur, tellement de choses qu'elle savait. D'ailleurs, je crois même que sa fille, Aimée Sévérine, qu'elle a vraiment hérité de ça. Un cerveau comme l'ordinateur, tellement de choses qu'elle connaissait. C'était vraiment fascinant, quoi. Une vraie bénédiction de Dieu. Maman Jeannette était très aimante, très attentionnée avec nous les enfants de l'église. On était de jeunes filles, il y avait de jeunes garçons dont elle essayait de nous donner des conseils, qu'on ne tombe pas dans les mêmes pièges qu'elle, qu'on n'ait pas des problèmes d'émotions et de sentiments, qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. Elle veillait sur les filles là, de l'église, elle était un peu jalouse, elle était un peu comme une maman couveuse, elle veillait là au grain, elle ne voulait pas que quelqu'un nous dérange, qui vienne de l'extérieur, qui ait un problème de l'intérieur, quoi. Et elle priait beaucoup pour nous par rapport à ça. Maman, même si elle n'avait pas d'argent, puisqu'on était ensemble, on était fauchés, même si elle n'avait pas d'argent, maman avait repéré un abattoir pas loin de l'endroit où nous habitions, de cet appartement-là, dont elle allait régulièrement là-bas. Et comme maman a le contact facile, tout le monde la connaissait, les vendeurs à l'abattoir la connaissaient déjà. Maman, elle ne maîtrisait pas la langue allemande, mais elle essayait de s'en sortir en anglais. Et vous savez que maman, elle se bat. Donc, tu la jettes dans n'importe quel endroit, elle va s'en sortir, là où d'autres ne vont pas s'en sortir. Donc, c'est comme ça que tout le monde, les vendeurs la connaissaient. Ils lui donnaient la viande, parfois même gratuitement, par un prix très très bas. Elle rentrait à la maison, je dis, maman, tu as eu ça d'où? Elle dit, ma fille, on va distribuer à mes enfants ici. On va cuisiner. Je dis, aïe, on va cuisiner tout ça, maman. Oui, on va cuisiner ça. Donc, on cuisinait, ou bien faisait les paquets distribués à tous ces enfants-là. Même parfois, des gens même qui n'étaient pas de l'église, elle voyait des gens dont avaient le contact facile. Elle avait fait la connaissance. Ils arrivent là, elle distribue. Donc, elle invitait parfois des gens dans l'appartement et puis on cuisinait et elle distribuait. D'ailleurs, l'église avait un ministère auprès des réfugiés ici en Allemagne. On voyageait pendant des heures pour aller dans une ville éloignée là-bas, au fin fond là, de la forêt, au fin fond. Et on apportait de la nourriture, des vêtements, à manger, on cuisinait pour les réfugiés et on en profitait pour leur donner la parole de Dieu et les encourager par rapport à leur situation. Maman, il fallait compter avec elle. Elle était là, même si c'était des heures, elle était là, elle travaillait, elle aidait où elle pouvait. On la connaissait là-bas. Maman, elle était une source d'encouragement, de conseils pour tous ces... Bonjour bien-aimés, je suis Ndéa Belle et le témoignage que je vais faire ici pour grand-mère Maman Zop, c'est... On ne peut pas parler, on ne peut pas s'arrêter parce que c'est vraiment très long. Je vais juste dire ici que maman était une de nos grands-mères, mes enfants et moi. Et nous l'aimons beaucoup. Nous savons que elle était la mère de mon époux. Et les enfants connaissaient que même dans la prière, on priait pour 3 grands-mères. Nous, maman et plus ma grand-mère Maman Zo. C'est comme ça que nous l'appelait grand-mère Maman Zo. Et puis, lorsqu'elle venait à la maison et tout ça, puisqu'on passait souvent des nuits ensemble à la maison, nous étions très contents, heureux d'être avec elle. Elle avait toujours des conseils à nous donner. Elle avait toujours des appréciations et autres vis-à-vis de notre égard. Je me rappelle, elle disait à mon époux que ta femme, il ne faut pas blaguer avec elle. Parce que si un jour tu la touches, c'est que tu auras affaire à moi. Vraiment. Grand-mère Maman Zo nous manque beaucoup. Nous savons comment faire pour pouvoir combler ce vide qu'elle a laissé à la maison. Et quand maman nous apprenait beaucoup de choses, elle était toujours très contente et elle aimait chanter. Lorsqu'elle chantait l'ambiance, elle faisait l'ambiance et tout, nous étions tous contents, même à l'église. Elle avait chanté une fois pendant une célébration à l'église. Vraiment, tout le monde était content. Elle avait une très belle voix, elle chantait bien. Vraiment, une maman qui mettait toujours l'ambiance. Tu ne pouvais pas savoir qu'elle était triste ou bien quand elle était contente parce qu'elle était toujours joyeuse. Merci.